l'ancien d'examen des événements du printemps 2012 se poursuit pour une deuxième rencontre à Montréal avec Marie Gagnon et Paulin Bureau de l'École nationale de police du Québec. Demain, les chefs de la police de Montréal et de la Sûreté du Québec témoigneront à leur tour. Les épinards qui contiennent des salmonelles sont retirés. La tendance de l'administration Tremblay demeure, malgré les discours ambiants à saveur écologique, au bétonnage des derniers espaces verts. Rien à foutre des arbres, des boisés et des vastes étendues vertes, sauf synthétiques. C'est ainsi, sous le couvert de la revitalisation et pour répondre aux besoins croissants du parc automobile, que les vieux quartiers populaires sont devenus les terrains de jeu des promoteurs qui n'ont pas à y vivre. Le patrimoine culturel est alors démoli et les espaces verts laissent place à des stationnements, des condos et de nouveaux quartiers résidentiels aseptisés. Deux logiques s'affrontent. D'un côté, les résidents et résidentes non fortunés veulent préserver et améliorer leur qualité de vie, habiter un quartier vivant et convivial et développer des projets qui répondent à leurs besoins. De l'autre, des élus qui répondent d'abord aux intérêts de mieux nantis, qui perçoivent les quartiers populaires comme des terrains vagues à développer pour l'expansion des zones commerciales et administratives. La revitalisation s'impose et ce, sans égard des besoins des habitants et habitantes et de ses impacts qui ont chassé les plus marginalisés. À la manière des grands potentats, le maire Jean Tremblay couvre ses bilans de mandat avec de grands travaux plus coûteux qu'utiles. La gabegie d'une administration mégalomane est le symbole d'une ville qui ignore totalement les besoins de la population qui y habite. Il s'agit avant toute chose de surenchères électoralistes qui, derrière de fausses images de grandeur, permet à certains promoteurs de considérer la ville comme une véritable vache à lait. La place du citoyen sans citoyenne, où l'administration Tremblay avait prévu d'y installer initialement un écran géant d'1 million de dollars et des bancs de parc espagnols à 9 000 $ l'unité, sont des exemples du fétichisme du béton. S'illustrant dans des slogans orwelliens tels « Les citoyens d'abord », Saguenay représente une métropole régionale qui n'a pas beaucoup changé. Derrière la mise en scène et les nananes électorales, une petite oligarchie profondément ancrée tire les ficelles pour le plus grand bénéfice de leurs amis. Sous des couverts d'organismes sans but lucratif pour le développement économique, Promotion Saguenay a une liaison directe avec la politique puisque son directeur général n'est nul autre que le directeur du cabinet du maire. Réunissant 18 personnes majoritairement issues des milieux d'affaires, Promotion Saguenay contrôle un portefeuille de 14 millions provenant essentiellement de la ville. Ce n'est pas uniquement les actions de la municipalité qui sont questionnables, mais aussi leurs inactions comme ce fut le cas dans le dossier du parc Rivière-du-Moulin. Au printemps 2012, une importante partie de ce qui représente le plus grand poumon urbain de la ville fut rasée, pour y construire un quartier de résidences luxueuses où la proximité de la forêt est utilisée pour séduire les gros portefeuilles. La ville étale ses tentacules de béton et d'asphalte sur la nature pour les seuls profits des compagnies immobilières et de la grande industrie automobile. Le déséquilibre politique qui caractérise la ville crève les yeux. Alors que la vie se passe dans les quartiers, le vrai pouvoir est concentré dans une poignée de centres administratifs et les affaires, où siègent un monarque vaniteux et vaniteuse, quelques élus du comité exécutif, la haute fonction publique et des promoteurs. Même les consultations des citoyens et citoyennes prennent une tournure instrumentale pour les mairies lorsque celles-ci veulent bien les accorder. Ce sont les luttes pour savoir qui décide de l'aménagement et du développement des quartiers, les promoteurs en fonction de la rentabilité immédiate de leurs projets, l'administration municipale au nom d'un soi-disant intérêt supérieur, ou les résidents et résidentes en fonction de leurs besoins. Face aux bourgeois et à l'administration municipale, des gens se lèvent et la résistance s'organise en comités de quartier et groupes populaires. Droit au logement, services et médias communautaires, aménagement urbain, revendications locales, etc. Car les habitants et habitantes des quartiers désirent avoir leur mot à dire et maîtriser leur environnement immédiat.
Tant que les populations des quartiers populaires acceptent d'être réduites en une masse de consommateurs et consommatrices et de touristes dans leur propre patelin, l'avenir appartient aux affairistes. Par contre, lorsque les luttes urbaines développent un rapport de force suffisant, elles prennent la forme d'un contre-pouvoir qui peut balayer les décisions des élites locales les plus corrompues. Ces luttes ne doivent pas se limiter à faire entendre les préoccupations des résidents et résidentes de ces quartiers, mais doivent également viser une gestion, une planification autonome du milieu de vie par et pour les habitants et habitantes en rupture consommée avec les intérêts du capital.